Salut tout le monde, on est samedi, c'est l'heure du ce à quoi il fallait répondre cette semaine. Je remplace Antoine Pimel, lourde responsabilité pour moi. Je suis rejoint heureusement par Shai Mamou, heureusement que je suis pas obligé de faire ces questions-réponses tout seul. Il y a que Shai qui peut gérer des missions en solo comme ça, vous le savez bien. Allez, pour être totalement honnête, full disclosure, comme dirait un présentateur de télé américaine, on a eu une semaine hyper chargée avec le lancement du nouveau site, du nouveau basket session. J'espère que vous êtes allés voir ça. N'hésitez pas à aller faire un tour. Tentez votre chance, créez des sessions, regardez un petit peu tout ce qu'on vous a mis à disposition. Du coup, la semaine a été très lourde. J'ai pas du tout eu le temps, mais à culpa, de faire le tri dans les questions. Donc, on va faire ça comme si c'était en live. Je vais découvrir les questions en même temps que Shai. On va se les poser l'un à l'autre. Et puis, on va essayer quand même de répondre au maximum à vos interrogations de la semaine. Shai, comment ça a été ta semaine? On est le week-end, mais quand même, on sait que tu es sur le plancher de la guerre. Non, le plancher de la guerre, comme on dit. Le sentier de la guerre, voilà. Sur le sentier, sur le pied au plancher, sentier de la guerre, il y a un mix à faire, je sais pas lequel, mais voilà. C'est ça. Si on est à côté de la plaque, dites-le nous dans les commentaires une fois encore. Euh, Premières impressions quand même avec le nouveau basket session. On est obligé d'en parler parce que c'est notre Bien bébé, on sûr. travaille dessus depuis tellement longtemps. Ouais. Ton premier retour sur cette première semaine d'utilisation, Shai? Moi, je suis super content. Alors, pour l'utilisation déjà personnelle pour nous, bon, vu on savait ce que c'était, ce qu'on voulait, donc c'est très très bien. Je suis très content de voir les gens participer. Je trouve que les gens participent bien, postent des sessions, répondent aux commentaires. Donc, continuez comme ça. Honnêtement, c'est hyper agréable de vous lire. En plus, je me dis souvent, comme je me le dis quand je vais parfois sur Reddit, je me dis, ces mecs, ils ont des idées que moi j'ai pas, ils ont des analyses auxquelles j'avais pas pensé. Et ça m'a déjà fait ça un paquet de fois depuis qu'on vous lit, c'est pas pour vous brosser dans le sens du poil. Hein. Je me dis réellement que c'est des bonnes idées. Et voilà, continuez comme ça. C'est un vrai plaisir d'avoir fait cette petite révolution et que vous y participiez. Ouais, Julien De Schuitner, le rédacteur en chef de Basket Session, a publié un article vendredi pour expliquer un petit peu l'idée derrière cette refonte, comment vous pouvez vous en servir. On vous met le lien juste là-haut, regardez en haut de votre écran, en haut à droite, on vous met un lien vers l'article si vous voulez voir un petit peu tout ce qu'on vous a réservé avec le nouveau Basket Session. Allez, trêve de promo, on va partir sur les questions de la semaine. Allez, première question qui nous est envoyée par Olivier. Il a deux questions, on va les prendre dans l'ordre. Pensez-vous que le duo Shai-Chet peut emmener le Thunder en finale NBA malgré sa jeunesse? Je pense que c'est pas du tout à exclure. En tout cas, c'est un scénario que j'exclus pas. Est-ce que non, moi je les ai pas mis en finale NBA, mais c'est pas du tout. Ça me paraît pas impossible parce que je me tue à le répéter, c'est pas une vraie équipe de jeunes. Alors, ça va être compliqué parce que pour moi, il y a l'obstacle Denver qui me paraît compliqué. Il y a d'autres très bonnes équipes, mais je leur interdis pas du tout d'y accéder. C'est une équipe qui est hyper mature dans son jeu, qui est efficace, qui sait défendre, qui sait attaquer fort. Il y a plein de choses pour moi qui font que, avec l'insouciance de la jeunesse et en même temps cette maturité, c'est tout à fait possible. Je les mets pas là dans mon bracket. Il y a pas le Thunder en finale. C'est peut-être une bonne nouvelle pour eux d'ailleurs vu mes performances, euh, mais oui, moi je pense que c'est possible, ouais. Ouais, je partage ton avis, Shai, en fait, parce que je pense aussi que c'est une équipe jeune, mais qui est pas comme les autres. On en avait déjà parlé un petit peu à la mi-saison. Moi, mon sentiment a pas beaucoup changé. À l'époque, je crois que j'avais dû parler de finale de conférence. Je pense vraiment qu'ils ont les capacités pour arriver à ce stade-là. La finale NBA, comme toi, je parierais pas dessus. Denver reste mon favori pour moi à l'Ouest, avec Dallas. Dallas, OKC et Denver sont mes trois favoris, je pense, pour aller jusqu'en finale. Mais pour moi, c'est pas impossible du tout. Finalement, tu sais, moi j'ai toujours en tête cette comparaison. Alors, c'est logique avec l'équipe du Thunder emmenée par KD, Russell Westbrook, avec James Harden qui sortait du banc, Serge Ibaka. Cette équipe qui avait été jusqu'en finale NBA. Et finalement, j'avais eu le sentiment que cette équipe avait peut-être pas réalisé l'urgence du moment, que quelque chose était en train de se jouer à ce moment-là et que même en finale NBA face à Miami, même si quand on regarde, je crois que la série a dû être gagnée 4-1 par Miami ou quelque chose comme ça, j'ai plus les scores Ouais. en tête, mais il y a des matchs qui avaient été très serrés. La bascule aurait pu se faire à quelques possessions près, voilà, c'est l'apprentissage. Mais là, j'ai l'impression que cette équipe finalement du Thunder elle est peut-être même encore plus mature dans son appréhension des choses que ne pouvait l'être celle dont je parle. Ouais, elle a Je pense, moins de talent voilà. brut, mais peut-être elle fait déjà plus mature. Alors bon, c'est fou quand on repense aux joueurs de l'équipe dont tu parles. Hein. Alors, il perd Darden juste après, donc ça a changé la trajectoire des choses, mais l'équipe sur le papier était folle parce que là, on dit, t'as bien fait d'ajouter Ibaka, parce que Ibaka aujourd'hui, les mecs vont te dire, bah oui, il joue au Bayern Munich, les 5 dernières saisons, j'ai pas vu ce qu'il faisait, enfin depuis le titre de Toronto en gros.
Et, c'était un super, super joueur à l'époque, Ibaka, quand même. C'était un des meilleurs, tout meilleurs défenseurs, un gros contreur. Il était parfait dans cette équipe. Donc, ouais, mais je suis d'accord avec toi. Le côté maturité me paraît encore plus élevé. Moins de talent brut, mais plus de maturité. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je t'avoue que je pense aussi que Marc Daigneault est sans doute un meilleur technicien que Scott Brooks. l'était Scott Brooks. Ouais. Alors, je dis pas, hein, lui aussi, il faut qu'il fasse ses preuves en playoff, etc. Mm. Mais ouais, cette équipe, je serais pas surpris. Finalement, je serais beaucoup plus surpris qu'elle sorte avant la finale de conférence plutôt qu'elle n'aille Pareil. en finale NBA, quoi. Bah, je les ai en finale de conf dans mes pronos. Donc, pas bonne nouvelle encore une fois pour eux, mais c'est pour vous montrer que j'y crois. Allez, j'enchaîne avec la deuxième question d'Olivier que j'avais trouvée intéressante. On parlait hier matin de la fameuse lettre de Joel Embiid envoyée à Emmanuel Macron qui a fuité ou qui est sortie par, je crois que c'est RMC Sport qui avait sorti cette info. La question d'Olivier, ne trouvez-vous pas que la naturalisation d'Embiid par les US est avant tout un véritable aveu de faiblesse de leur part? Ah, mais, bonne question, bon point de vue, parce que sur les dernières compétitions hors Jeux Olympiques, il manquait clairement un big man, un intérieur. Enfin, c'était vraiment le point faible, même s'ils avaient des joueurs qui étaient là, qui n'étaient pas incompétents, mais un big man capable d'être dominant en FIBA, en tout cas. Et on imagine qu'Embiid l'est. Je pense qu'il est dominant dans tous les types de basket. Moi, je pense que ouais, c'est une forme d'aveu de faiblesse d'avoir absolument voulu le prendre, alors qu'en plus, ils savaient ils auraient une équipe de malades pour les JO. Je pense que c'était prévu depuis quelques années. Et ils se disent, ah, même avec ça, on va vraiment faire le truc à fond et s'assurer peut-être de sa présence pour d'autres compétitions après, peut-être pour regagner à un moment la Coupe du Monde. Je pense, oui, que c'est un aveu de. C'est la certitude. Il y a un manque de forts joueurs intérieurs au poste 5 aux États-Unis, je pense, hein, quand tu regardes joueur par joueur. C'est même, ou des 5 un peu à l'ancienne. C'est-à-dire que même les très bons intérieurs de la ligue américains, Bam Adebayo, c'est un super intérieur, mais je le vois pas comme vraiment le poste 5 à l'ancienne, point d'ancrage, tu vois. Il a énormément de qualité, mais je pense qu'il leur manque des joueurs comme ça et que c'était une forme un petit aveu de faiblesse dans ce secteur en tout cas. Alors moi je partage pas totalement ton avis dans le sens où je pense que Joel Embiid c'est vraiment à part. C'est en fait tu as l'occasion d'avoir le MVP en titre dans ton équipe pour renforcer une équipe qui est déjà folle et que voilà c'est lié surtout à son niveau incroyable et à l'opportunité qui était donnée aux États-Unis de pouvoir le faire jouer avec eux. L'an dernier, enfin je sais que c'est passé peut-être un petit peu entre les gouttes, mais tu vois, j'avais adoré Paolo Banchero qui jouait Small Ball 5 avec Ouais. l'équipe américaine. J'avais trouvé excellent. Je pense que si Joel Embiid n'avait pas été à disposition, Team USA aurait pu prendre un autre joueur malgré tout pour remplacer pour remplacer Embiid. Et c'est surtout que voilà, c'est pas n'importe quel pivot de talent, c'est vraiment l'un des joueurs qui impacte le plus le jeu des deux côtés du terrain, en attaque comme en défense quand il est sur le parquet. Donc je pense que c'est pour le coup, pas forcément un aveu de faiblesse de la part des États-Unis dans ce cadre bien précis. J'aurais été plus d'accord s'il avait fallu aller chercher tu vois, une espèce de version C ou D de Joel Embiid, tu vois, un big man talentueux, mais un petit peu de rotation. Là, je me serais dit, bah, c'est étonnant quand même que les États-Unis soient obligés d'aller chercher ça. Là, tu vas chercher le MVP en place, quoi. Après, il faut voir sur le côté fierté enfin, amour propre un peu. Moi, je me dis, ils ont déjà un tel vivier. Enfin, l'équipe qui est en place, elle est déjà tellement énorme et boum, tu rajoutes Embiid. Alors, bon, peut-être que maintenant, de toute façon, la plupart le considèrent comme américain. Je veux dire, il a fait depuis le lycée, il est aux États-Unis, il a fait sa vie là. Je pense qu'il est presque identifié comme tel. Donc, c'est pas non plus. Ils sont pas allés naturaliser un Luka Doncic ou un Wembanyama ou qui est à la base pas. Donc, moi, je pense quand même que cette question des intérieurs, elle va peut-être revenir parce que je sais pas si Embiid fera toutes les qualifs et j'ai vraiment eu le sentiment que Probablement c'était pas. voilà, c'est quand même un secteur dans lequel ils sont faiblards par rapport à d'autres nations qu'ils ont affronté récemment, qui vont affronter. Tu prends sur la dernière compète, Jaren Jackson Jr., qui est quand même un bon joueur NBA, hein, c'est calibre All-Star DPOY. Il a eu du mal hein, quand même. Donc Bah, il c'est n'avait pas du tout le même rayonnement qu'avec. Même défensivement, il n'avait pas du tout le même impact oui, pour oui. Team USA qu'en NBA, c'est clair. Donc, je pense qu'ils se sont quand même dit, bon, ouais, on n'en a pas tant que ça. On a quoi? Alors, Anthony Davis peut jouer 5 en FIBA facilement, évidemment. Ils ne savent pas s'il sera là souvent. Adebayo, est-ce qu'ils le voient vraiment purement comme un 5? Je ne sais pas non plus. Donc, ils se sont dit, bah, effectivement, Embiid, là, je te rejoins là-dessus. Ils se sont dit, l'occasion est trop belle. En plus, et puis, il y a aussi, alors, je vois ça aussi, j'y pense en live, mais le côté, on retire une munition à des potentiels Ça, c'est clair. concurrents. Ouais. C'est-à-dire que la France, je dis pas que la nuit, ils rêvent des Français qui les battent. Je suis pas sûr de ça. Il y a Wembanyama qui est un peu dans un coin de leur tête, mais on leur dit, tiens, si on leur retire Embiid, on s'enlève une petite épine du pied quand même.
Ouais, ouais, c'est clair. Ce qui est étonnant avec les Américains qui sont extrêmement patriotes, parfois même nationalistes dans certains cas, c'est que, tu sais, comme il n'y a pas un système de formation bien établi, il y a pas, j'ai pas l'impression qu'en tout cas pour le basket, il y ait ce côté fierté de notre Mm. formation à nous. Ouais, Voilà, on se rappelle que Hakim Olajuwon avait joué avec Team USA aussi par le c'est vrai. passé. J'ai l'impression que c'est moins présent. Par contre, une fois que tu portes le maillot, bah voilà, t'es Mm. vu comme étant un joueur américain, tu représentes le drapeau et tout ça. Donc, ouais, c'est Ouais, c'est c'est vrai. assez intéressant à suivre. Allez, une question de Joachim qui nous dit: On vient d'apprendre que Yanis manquerait une bonne partie de la série face à Indiana. Imaginons qu'il ne joue pas la série. On dit souvent que l'équipe qui gagne la série est l'équipe qui a le meilleur joueur de la série, ou si les deux meilleurs joueurs sont de même niveau, l'équipe qui a deux des trois meilleurs de la série. Quand on prend Lillard, Middleton et Haliburton, Siakam, comment les classez-vous en 2024? Donc en gros, c'est comment est-ce qu'on Ouh. classerait le duo Lillard-Middleton par rapport au duo Haliburton-Siakam? Ouais, c'est dur ça, mais c'est une bonne question aussi. C'est- Allez, Je et dis on, pour coup, on- je la découvre en même temps que ouais. toi, Chai. J'ai pas Ouais, triché, je ouais, découvre tout ça ouais, comme ouais, toi. mais c'est intéressant. Mais c'est sûr que si on reste sur les versions récentes, Lillard a eu quelques difficultés, mais je pense qu'en théorie, je le place quand même numéro un des quatre. Je peux pas croire que là, surtout dans une équipe où il n'y a pas Yanis, j'ai l'impression qu'il va monter en régime. Mais sinon, alors si je dois mouiller un peu, avec le Haliburton de la deuxième partie de saison qui est quand même moins bluffant, celui de la première partie de saison, il est quasiment numéro un. Franchement, il était incroyable. Je le mettais dans les discussions MVP sans aucun souci. Après la blessure et la fatigue, tout ça. Donc, et Siakam, dans le contexte d'Indiana, je le trouve un peu moins fort individuellement, mais très, très, très utile collectivement. Middleton, il est juste physiquement. Alors, je vais te dire, je vais dire Lillard, Haliburton, Siakam, Middleton. Voilà. Et tu mets les Bucks d'abord, c'est ça? Tu les mets d'abord Ouais, oui, en oui, du coup, premier. oui, Ok. oui, Oui, la c'est ça. comparaison. Et du coup, attends, ça fait, j'ai dit Lillard. Ouais, alors je les ai classés individuellement, mais je pense du coup que les Bucks ont quand même un avantage sur le duo parce que Middleton a de l'expérience et que je pense que Lillard est quand même encore fort. S'il faut juste les classer individuellement, c'est à l'équilibre. Ouais, c'est vraiment une super bonne question, Joachim, hein, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que finalement, au-delà du talent brut des joueurs sur le terrain, tu dis, bon, en fait, c'est plus compliqué que simplement additionner le talent de chaque joueur, en fait, parce que ce qui est intéressant dans cette question, c'est de savoir quel est le duo qui se rend le plus complémentaire ou qui se rend meilleur, tu sais, dont chaque élément rend l'autre meilleur, en fait. Je sais pas si c'est clair Ouais, ce que je dis, ouais, mais ouais. par exemple, tu as Klay Thompson et Stephen Curry, ils se rendent meilleurs parce que leur connexion à deux, elle est excellente. Même chose avec Scottie Pippen, Jordan par le passé, Karl Malone, John Stockton, ce genre de choses. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que autant j'ai vu la connexion entre Damian Lillard et Brook Lopez, où tu sens qu'il y a de l'alchimie, quand ils jouent à deux, ils jouent des pick Hmm. and roll à merveille, tu as l'impression qu'ils ont toujours joué ensemble, autant je serais incapable de te dire si le même type d'alchimie existe entre Lillard et Middleton, et si effectivement Yanis n'est pas là et que l'essentiel du jeu doit reposer sur lui, tu vois, si les Bucks peuvent vraiment profiter au maximum de cette association. Je dis pas que c'est pas le cas, je dis juste que j'en suis pas certain. Et j'ai presque la même question pour Haliburton Siakam, parce que Siakam arrive en courte saison, et Ouais. autant il a fait parfois des belles perfs, j'ai l'impression que il y a, comment dire, la mayonnaise n'a pas encore complètement pris, en fait, tu vois, dans le sens, j'ai pas le sentiment pour l'instant qu'il se trouve les yeux fermés, qu'il y ait beaucoup de situations qui vont être proposées où, tu vois, on sait qu'on va jouer avec eux, ou on va les associer pour donner des solutions pour l'équipe. C'est vraiment une excellente question. Je pense que quand même l'absence de... Alors je dis pas que Milwaukee peut pas passer Indiana. Je pense vraiment que Milwaukee peut passer Indiana. Je pense que ça, voilà, ça reste mon pronostic. Mais en fonction du nombre que Yanis va manquer, je pense que c'est potentiellement une série galère pour Milwaukee. C'est clair. Surtout s'ils n'arrivent pas à mettre... je pense que le premier... Enfin, il faut absolument qu'ils mettent leur empreinte sur le premier match, en fait. Il faut qu'ils... Si le premier match, ça part dans un match un petit peu, tu sais, où Indiana peut développer son jeu de course, et on sait que le repli défensif de Milwaukee est plus que problématique par Hmm. moment, qu'ils ont des problèmes là-dessus. Je pense que ça peut vraiment être compliqué pour Milwaukee. Ce qui est marrant, en fait, c'est que toutes leurs oppositions cette saison se sont passées avant le changement de coach. Donc, Hmm. elles ont toutes eu lieu avant que Doc Rivers n'arrive aux commandes de Milwaukee. Mais ouais, moi, je pense que les Bucks ont vraiment intérêt à sortir une défense de fer dès le premier match pour empêcher que la série puisse s'enflammer. Parce qu'Indiana a aucune pression. Ils vont arriver. C'est Et tu clair. sais que cette équipe, si elle joue de manière euphorique, c'est vraiment compliqué derrière de les Ah, ils ralentir. peuvent te mettre 150 points, il n'y a aucun souci avec ça. Mais ouais, moi je vois une série galère dans tous les cas. Tu sais que même avec Yanis, je voyais une série galère, hein, c'est ça le pire. Après, j'étais pas très optimiste, sans doute peut-être de manière abusive, mais
je pense qu'Indiana a les armes. Alors, je dis pas que ça va forcément partir en 7, mais je pense que sur le papier, en début de saison, on t'aurait dit, bon, il y a le Milwaukee de Giannis, Lillard et compagnie qui va affronter les Pacers qui n'ont pas fait les playoffs depuis 3-4 ans peut-être. Avec Haliburton qui certes qui monte, qui commence à se faire remarquer. C'est ça, non, 3-4 ans? Je sais pas, je réfléchis en même temps. Attends, je vais chercher parce que Ouais. tu me poses une colle, je me dis, mais c'était quand la dernière fois que les Pacers étaient C'est en ça, je me playoff? souviens plus, mais ça doit dater de Oladipo, Sabonis, ils les avaient fait, non? Du coup, Ah mais oui, ouais. ça devait être ça. Ça devait être ça, Mais bon, effectivement. J'ai mais trop toujours trouvé ça. est-il qu'en début de saison, on dit Milwaukee avec cette équipe-là, avant qu'on sache qu'il y aurait des problèmes, hein, va affronter Indiana au premier tour, c'est peanuts, quoi. 4-0, 4-1, peu importe. Et au final, là, c'est beaucoup plus incertain. Je sais plus ce que j'ai mis dans mes pronos, peut-être quelque chose en 6 ou en 7 pour Milwaukee, je les vois pas. Je vois pas d'upset tout de suite. Mais ça va être compliqué. Indiana, j'aime bien les équipes qui arrivent et qui sont sans complexe et qui peuvent du coup, avec l'insouciance un peu, Oui, mais insouciance avec un coach très très expérimenté quand même. pour C'est pas Milwaukee. anodin Pour qui? Pour les Pacers? pour les Pacers. Ouais. Ouais, et qui est un spécialiste de la défense. C'est ça qui est intéressant parce que tu vois, en l'absence de Yanis, voilà, ils ont vraiment le coach qu'il faut, Henry Carlisle, pour mettre sur place un plan spécifique pour essayer de freiner Damien Lillard. Je pense que ouais, la série peut vraiment être galère. C'est Vas-y, 2020, t'as c'est retrouvé? 2020 Ok. la dernière participation des Pacers. Ils avaient pris un 4-0 au premier tour contre Miami. Ok. Et la saison d'avant, 4-0 contre Boston. 2 ans avant, 4-0 contre Cleveland. C'est pas, voilà. Il y a eu un 4-3. Depuis la période de Paul George et compagnie, il y a eu c'était un succès mitigé, on va dire. Ok. Alors attends, il y a une question qui nous est posée par. Je suis pas sûr d'avoir bien arrivé à la cerner, donc je pense que celle-là, je vais la garder pour plus tard. Ouais. Ah oui, bah il y avait une autre question sur. Je reviendrai peut-être sur celle-ci plus tard. Pardon. Je vous dis, si je regarde pas Shai dans les yeux, vous inquiétez pas, c'est pas que je m'ennuie de ce qu'il me raconte, parce que je cherche la question suivante. Elle a une question qui nous est envoyée par Audrey. Depuis quelques mois, on voit New York qui fonctionne très bien sans Julius Randle et Chicago qui s'est nettement amélioré depuis que Zach LaVine ne joue plus. On peut faire un parallèle entre ces deux franchises et assumer. Ne peut-on pas faire un parallèle entre ces deux franchises et assumer le fait que ce genre de joueurs scoreurs croqueurs qui défendent peu, ou surtout quand ils veulent, sont un handicap plus qu'un atout pour atteindre les sommets? Atlanta et Golden State viennent des... Tac, tac, tac. Non, pardon, c'est ça c'est la première question. Autant pour moi. Donc, est-ce qu'on peut dire, voilà, en prenant les exemples de Chicago et de New York, que parfois tu gagnes, ton équipe peut être meilleure en se privant de joueurs qui jouent que d'un côté, en gros, qui jouent qu'en attaque et qui n'apportent pas au reste de ton jeu? Factuellement, là, j'ai l'impression que oui, avec ces deux exemples-là. Après, c'est peut-être juste que le statut et l'importance de ces joueurs dans l'équipe en question est peut-être surévaluée ou trop importante. Parce que moi, on parle de deux joueurs que j'aime beaucoup, en fait. C'est Julius Randle, j'aime ce qu'il apporte sur le terrain. Je sais qu'il parfois il a le côté, il y a des fils qui se touchent et il part en full ISO, il va s'entêter et ça va être frustrant pour les spectateurs. Mais c'est aussi un joueur qui a beaucoup de qualités. Zach LaVine, c'est un super athlète, super scoreur. C'est peut-être juste que c'est pas des premières options et qu'ils sont à la fois payés et considérés en termes de répartition de tirs comme des premières options. Et dans ce cadre-là, ça marche pas. Du coup, quand eux, ils sont pas là, c'est une autre hiérarchie qui s'installe et ça fonctionne mieux. J'ai l'impression que c'est plus ça. Je pense pas que les joueurs eux-mêmes se disent cool, il n'y a pas Randle, cool, il n'y a pas LaVine, on va s'éclater, on va vraiment jouer au basket. Je pense qu'ils aiment même bien. Randle, il est devenu important en Knicks quand même dans la culture de cette équipe-là. Il est pas anodin. Ça a été quasiment leur seul All-Star sur cette période. LaVine à Chicago, pareil, ça a été un de ceux qui rayonnait. Donc je pense pas que c'est vraiment une question d'individu, mais plus de statut de l'individu, de contexte dans lequel il joue, peut-être même d'équipe. Parfois, ils sont peut-être meilleurs ailleurs. Mais donc c'est à la fois vrai et à la fois un peu injuste. Ouais, en fait, je partage tout à fait ton avis. Je pense que c'est vrai. Alors, je vais reformuler ma question pour éviter de me prendre des menaces de mort de la part des fans des Knicks. Mais en fait, je pense que c'est vrai quand ton équipe, elle est middle, en fait. Si ton équipe, elle est middle, tu peux pas te permettre vraiment d'avoir une star qui va jouer que d'un côté du terrain, quelque part. Ouais. Par contre... et donc, c'est lié à l'équipe et c'est lié au statut, en fait. C'est là qu'on y a... En fait, le problème, c'est si ton joueur
et un joueur qui ne joue que d'un côté du terrain. Et en fait, des mecs qui peuvent mettre des 50 points en NBA, il y en a plein, quoi. On le voit dès qu'il y a une star qui se blesse, tu vois un mec qui sort du banc, qui en met 50, quand claque Malakai 40. Flynn. Ben oui, parce qu'en fait, il se retrouve à la place du mec qui, Ouais. de toute façon, aurait pris tous les tirs. Il y a plein de mecs qui peuvent mettre des points. Et effectivement, la question pour Randle et pour Lavine, sachant que Randle, cette année, je trouve que c'était beaucoup mieux à New York, maintenant qu'il y avait une hiérarchie qui était plus claire, Ouais. avec Jalen Brunson en option 1, et derrière, Julius Randle qui était alors bien sûr l'option 2, mais qui était parmi les autres bonnes options de New York. Là, je pense que c'est un joueur vraiment qui peut t'apporter. Je pense que en playoff notamment, où on sait que les défenses vont resserrer, tu as besoin aussi de joueurs de rupture quelque part qui vont pouvoir sortir peut-être du système, mais qui ont des capacités à te mettre les paniers clutch dont tu vas avoir besoin. Et c'est la même chose pour Zach LaVine. En fait, c'est juste que cette équipe de Chicago était mal structurée. On l'avait vu depuis le trade. Je sais pas si tu te rappelles des podcasts qu'on avait fait, Shai, avec Antoine. On s'était dit, bon, bah, ça va être une équipe sympa de saison régulière, mais jamais ça pourra performer en playoff. On s'était pas trompé là-dessus. Et en même temps, tu dis, bah, si tu peux rajouter Zach LaVine et que Zach LaVine, c'est ta troisième option d'une équipe qui est vraiment importante, ça change. Là, ça peut être un difference maker. Un petit peu comme. Alors, la comparaison est pas bonne parce que Aaron Gordon a toutes les autres qualités. Mais tu vois, quand on voyait Aaron Gordon à Orlando, tu disais, Ah bon, oui. ben, finalement, est-ce qu'il est pas surcoté Mm. Ça colle pas, tu peux pas construire autour de lui. Par contre, tu le mets dans une équipe comme celle de Denver où il a plus besoin d'être l'option numéro 1, il peut faire tout ce qu'il sait faire parfaitement. Bah, c'est un difference maker. Et de même manière, je pense qu'un joueur comme Zach LaVine, dans un contexte très différent, peut vraiment faire la différence pour l'équipe. Mais dans le cas de Chicago et New York, je suis pas si étonné que ça finalement que ces équipes arrivent à se passer, du moins en saison régulière, de ces joueurs-là. Pour les playoffs, Chicago, donc on enregistre ça vendredi là, donc on ne sait pas encore le résultat du deuxième match du play-in. Mais quoi qu'il arrive, je pense pas que Chicago puisse jouer quoi que Non. ce soit cette année en playoff. Euh, New York, à voir. À voir s'ils pourront se passer de Julius Randle aussi bien en playoff qu'en saison régulière, surtout si ils sont rattrapés par le nombre de minutes très lourds qu'ont dû jouer tous leurs starters. Le souci, c'est que pour finir sur Randle, c'est que, et je répète que je l'aime beaucoup, c'est qu'en playoff, historiquement, il a dû faire quoi, 3 campagnes de playoff dans sa carrière, et avec New York 2, je sais pas, il y a une campagne où il est à 17% au tir, je crois. Et il a très peu adapté son style de jeu. Alors, c'est aussi au coaching staff de s'assurer que son jeu se retranscrit aussi bien en playoff. Il doit faire des choses. Là, j'étais presque content et soulagé, vu comment fonctionnait bien New York, de voir que Randle, malheureusement, ne pourrait pas revenir à temps. Parce qu'il aurait fallu le réintégrer, il aurait fallu lui retrouver une place. Est-ce que lui, après, en tant que joueur c'était un peu le joueur le plus clinquant, c'était le seul All-Star pendant un temps de cette équipe. Est-ce qu'il aurait réussi avec la pression que tout le monde lui met sur les playoffs, où il est attendu, il doit enfin être bon en playoffs? Là, on n'aura pas la réponse, c'est triste pour lui, mais je pense que c'est une épine en moins pour les Knicks. Ouais. Bon, de toute façon, début de réponse, ils jouent quand leur premier match New York, tu sais? On avait dit Dimanche, dimanche, c'est ça. Ok, ben, je crois. début de réponse. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que tu as raison. Début de Ouais. réponse dimanche. Allez, une question de José qui nous dit: j'ai regardé le match de play-in entre Sacramento et Golden State et j'ai trouvé les Warriors absolument pathétiques. Curry pas au niveau d'un top 5 NBA, Draymond Green pas impliqué, Clay en dessous de tout et le coaching de Ster incompréhensible. Beaucoup fantasmaient sur une possible arrivée de LeBron cet été, mais est-ce que la legacy ne vient pas tout simplement de mourir du côté des Warriors? Ah, c'est une question qui revient souvent, hein. Est-ce qu'ils sont morts, est-ce qu'ils sont pas morts? Ils sont plus proches de la tombe que du sommet, c'est assez clair au niveau de l'âge des joueurs. Là, il y a en fait, je pense que l'analyse vaudra surtout une fois qu'on saura ce qu'ils ont fait cet été, parce que le dossier Klay Thompson il est important. Ce qu'ils vont faire avec Chris Paul, Wiggins, les jeunes autour, Kuminga. Enfin, il y a plein d'options qui vont nous permettre de dire est-ce qu'ils ont appuyé sur le bouton reset en gardant juste Steph, par exemple, ou est-ce qu'ils vont mourir avec leurs idées et se dire on a encore un run en nous, et c'est juste les circonstances de cette année entre Draymond qui a fait le débile et des blessures et tout ça, ou est-ce que ils vont se poser même la question? Je pense que la réponse, elle est. Moi, je peux pas les enterrer totalement. Oui, alors si on reprend ce qu'a dit José, Curry sur ce match-là n'a pas joué comme un top 5 NBA. Enfin, il n'a pas pu. Il peut peut-être plus mettre 40-45 points. Et est-ce que ça aurait seulement suffi en fait dans ce match-là? Parce que c'est pas juste le manque de scoring de Curry qui a posé problème. Ils ont mis que 94 points. C'est le 0 sur 10 pour Clay. Draymond a été dans son rôle. Autour, il n'y a pas eu de vraie autre option. Je rappelle que si les Warriors sont champions, c'est aussi parce que Wiggins il fait des playoffs et une saison régulière à quasi 20 points de moyenne, où il est bon des deux côtés du terrain. Les role-players type Gary Payton et compagnie sont ni blessés ni en méforme. Donc je peux comprendre aussi les Warriors qui se disent on a déjà gagné comme ça, même plusieurs années après notre prime supposé.
on peut encore le refaire. Si tout le monde prend conscience de ce que ça implique, après, est-ce que ça suffira? Je ne sais pas. Il y a aussi une grosse possibilité que la dynastie soit terminée maintenant, parce que les autres équipes, elles continuent de travailler, elles progressent, elles ne sont pas plus vieilles. Je comprends les deux points de vue, en fait. Je vais attendre. En fonction de ce qu'ils vont faire cet été, je pense qu'on aura un début de réponse quand même. Ouais, c'est vrai que moi, ce que j'ai trouvé dramatique quand même dans ce match finalement, et je m'en suis rendu compte, comme je vous le disais hier, jeudi, j'ai eu la chance de passer chez les copains de First Team là, pour le Thursday Show, et en fait la palette technique, la palette graphique technique, elle était autour de Keegan Murray. Et en fait c'était marrant parce qu'on regardait les actions de Keegan Murray, on se disait ouais, c'est bien joué, le spacing, etc. Mais ce qui sautait aux yeux, c'était la défense dramatique des Warriors en fait. Il n'y avait aucun sentiment d'urgence. Tu sentais des mauvais choix, une espèce d'apathie un petit peu dans leur manière de défendre, et c'est un peu l'élément qu'on oublie souvent, je pense, de rappeler, c'est que au cœur de la domination des Warriors, il y avait leur défense en fait. Alors bien sûr, il y avait Klay Thompson, il y avait Stephen Curry, il y a eu Kevin Durant, il y a eu ce jeu Small Ball 5 qui a pris la ligue un petit peu par surprise, mais c'était articulé autour d'une défense incroyable. Et ça, je sais pas s'il suffit de repartir avec les mêmes pour que ça reparte. Il suffit pas simplement de vouloir, il y a quand même l'âge qui rentre en ligne de compte. Et j'ai l'impression que alors comme toi, hein, Shai, j'enterre pas complètement les Warriors, mais effectivement, ce qui va se passer cet été va être primordial. Mais je sais pas si la reconstruction est si simple que ça pour retrouver des Warriors dominateurs. J'ai l'impression que ça va peut-être être un petit peu polémique, mais que la fenêtre pour que Stephen Curry gagne un nouveau titre n'est pas fermée. Mais je me demande si pour les Warriors avec Stephen Curry, elle l'est pas par contre. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait la marge de manœuvre suffisante pour pouvoir lui concocter, construire autour de lui une équipe qui puisse encore aller aussi loin que ça. Quelques leviers quand même quand on y réfléchit. S'ils veulent vraiment se dire on va offrir une ou deux belles années à Steph, tu peux, je pense que Kuminga, Wiggins, même les Moody, il y a de quoi faire quelque chose. Après, qu'est-ce que tu récupères avec? C'est une autre question. Klay Thompson est en fin de contrat. Il y a des choses à faire. Tu te débarrasses aussi du salaire de Chris Paul qui est quand même gigantesque. Je pense qu'il y a des leviers, mais je suis pas loin de penser comme toi. La marge est très très réduite et c'est peut-être déjà terminé, hein, et ce sera pas grave. Steve Kerr lui-même l'a dit. C'est le propre des équipes marquantes, dynastiques, tout ce que tu veux. Il y a un moment où on redescend et c'est inexorable. C'est une équipe qui a quand même beaucoup, beaucoup gagné et avec un bel écart entre les deux derniers titres en plus. Donc c'est tellement compliqué Mais à la fois, Curry étant Curry, même si là, je suis d'accord, il s'est pas sublimé. Il faut quand même un contexte pour se sublimer, même s'il a mis 60 personnes défend, si tu veux faire. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je ne jette pas la pierre à Stephen Curry du tout. Hein. Même si sur ce match, il a aussi le droit et la possibilité de passer à côté ou d'être, comme tu dis, l'an dernier, il a mis quoi, 50, il en a mis ça au match de play-in ou un truc comme ça. Tu peux pas t'attendre à ce qu'il fasse ça forcément tous les ans. Je veux dire, ça serait absurde, mais pour les Warriors, par contre, ça me semble compliqué. Ton gars Mike Dunleavy, il a du taf. Parce que oui, sachez-le, Théo a un soft spot pour Mike Dunleavy. Ouais, je pense que Bob Myers a sauté du camion pile au bon moment. Ouais, c'est clair. Allez, il y a une autre question que je trouve marrante de José qui nous dit « J'ai bien aimé le concept d'il y a 2 semaines. Du coup, je vais vous poser moi aussi ma question piège. Si vous êtes donc en play-off et que tu as Jimmy Butler, Damian Lillard, Devin Booker, tu dois en titulariser un, en bencher un, en couper un. » Ah, et là, il nous pose ça alors que Butler, il est à l'infirmerie, il est à la riboisière, là, il en peut plus. Ah non, mais non. Attends, Butler, Booker et Lillard. En playoff, là maintenant, je vais très terre à terre sur la réponse en prenant vraiment à l'instant T, là maintenant. Je pense que je prendrais Booker en 1 parce qu'il est affûté en forme. Lillard en 2 et Butler en 3, mais dans l'absolu, non. Dans l'absolu, moi je veux Butler en... Non, mais imagine, pour que ça soit intéressant, parce que la question a été envoyée avant ça. Imaginons que ce soit le Butler, mais avec son genou normal, quoi. Et le Lillard des playoffs de Portland ou de Milwaukee, c'est ça? Non, celui de Milwaukee, je pense. Ouais. Dans ce cas, je pense que je fais Butler 1, Booker en 2 quand même, et pas loin du 1, et Lillard en 3. Ok, donc tu coupes Damien Lillard, j'envoie ça tout de suite à Antoine Pimel pour qu'il vienne t'envoyer une équipe. Écoute, moi je pense que j'aurais pris Devin Booker en 1,
Jimmy Butler en 2 et aussi j'aurais pas gardé Damian Lillard parce que malgré tout je pense que Devin Booker a la jeunesse sur Jimmy Butler et que Jimmy Butler et Booker sont quand même plus capables de défendre, enfin d'être présents des deux côtés du terrain. Donc voilà, à regret je couperais Damian Lillard aussi, mais voilà, à regret comme toi j'imagine. Ouais. En partie. Allez, je vais chercher. Alors là, on nous proposait un quiz, mais là, à deux, ça va être trop compliqué. Tac, tac, tac. Une question. Allez, allez, vas-y, je repose une question sur Caitlin Clark pour Shai. J'en profite, question envoyée par Erwan. Donc, sans surprise, Caitlin Clark est numéro 1 de la draft WNBA. Sans surprise, cette draft a battu tous les records avec 5 fois plus de téléspectateurs que le précédent record qui datait de 2004 pour Diana Taurasi. Sans surprise, les millions d'Américains qui découvrent le basket féminin cette année sont choqués d'apprendre que la mégastar gagnera en WNBA moins qu'une infirmière. Au niveau basket, la question est de savoir si Caitlin Clark est au niveau de la WNBA. Pour tout le reste, n'est-ce pas à la WNBA de se mettre au niveau de Caitlin Clark? Donc en gros, sur le terrain, c'est effectivement Caitlin Clark va devoir s'adapter au niveau de la WNBA, mais sur le reste, est-ce que c'est la WNBA qui va pas devoir essayer de se mettre à son niveau, c'est-à-dire en termes de médiatisation, de travail sur sa marque, etc. Alors la WNBA travaille déjà beaucoup depuis quelques années pour sortir des conditions difficiles dans lesquelles ces filles-là exercent leur métier. Oui, ça va peut-être donner un coup de boost parce que les enjeux vont leur sembler plus importants, mais c'est pas que pour Caitlin Clark que la WNBA doit step up, parce que il y a tellement de joueuses monstrueuses déjà avant. Moi, c'est un peu mon combat, c'est de dire il y avait une ligue avant, même là, cette année, il y avait des joueuses exceptionnelles. Elles méritent aussi que la ligue fasse plus, et la ligue essaye de faire un plus. C'est peut-être trop lent à leur goût, mais il y a déjà des joueuses pour lesquelles il faut faire plus. Tu parlais de la draft de Taurasi. Taurasi, ça fait 15 ans, 20 ans qu'elle joue. Je pense qu'elle aussi, avec tout ce qu'elle a accompli, tout ce que les autres ont accompli, ça mérite que la ligue step up. Mais je pense par contre, oui, que Caitlin Clark et tout ce regain d'attention médiatique, ce nouveau public, le fait que ça crée de l'engagement, des interactions, ça va pousser ça va mettre de la pression sur la WNBA en tout cas. Sur le salaire, alors je suis le premier à vouloir des salaires plus élevés pour les filles en WNBA, hein, ou en tout cas un pourcentage, une équité salariale comme on dit, plus importante. Par contre, ne vous en faites pas pour Caitlin Clark, elle vient de signer un contrat de $20 millions avec Nike. Hein. Donc je suis très content pour elle, c'est mérité, mais le salaire, ça va pas lui poser problème. J'espère que pour toutes les autres, pour les joueuses middle, parce que toutes les grandes joueuses de la ligue, les joueuses marquantes, elles ont des contrats pas à la hauteur de celui de Caitlin Clark, mais elles ont des engagements à droite à gauche. Les nouvelles joueuses qui arrivent, comme Clark, elles ont des sponsoring déjà depuis l'époque de l'université, depuis quelques années. Mais oui, il faut qu'il y ait une meilleure équité salariale, plus d'investisseurs, ça vient aussi. Les gens ne le savent pas forcément, mais Dwayne Wade est devenu copropriétaire du Chicago Sky. Des grands noms comme ça qui se greffent sur les projets, qui déclenchent l'arrivée de nouveaux investisseurs, plus d'argent. Oui, et je pense que la WNBA se mettra au niveau de ces grandes athlètes et pas que de Caitlin Clark. Ouais, non, c'est une question intéressante. Pour Caitlin Clark, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'elle sera rookie, tout simplement. Donc voilà, tu peux pas non plus... tout le monde n'est pas Will Chamberlain, Michael Jordan ou LeBron ou Victor Wembanyama. Il y a toujours une courbe d'apprentissage pour les rookies, donc ça me semble normal. Alors moi qui suis de beaucoup moins près le basket féminin que toi, Shai, moi, en fait, finalement, tu sais, en la regardant jouer, une des qualités que je trouve la plus extraordinaire ou qui me saute aux yeux, c'est sa qualité de passe. Et c'est pour ça que je pense qu'elle arrivera à se débrouiller sans problème en WNBA, parce que elle a déjà ces deux atouts sur lesquels elle est le shoot et la qualité de passe, le coup d'œil, qui sont déjà au-dessus de la norme. Donc voilà, je m'en fais pas trop pour elle. Ce que je trouve super, par contre, pour la WNBA et pour le basket féminin en général, c'est qu'au-delà du talent des joueuses, là, il y a une génération... Alors tu pourras me contredire, hein, peut-être que c'était déjà le cas par le passé, mais que moi aussi je me rendais pas compte. Mais je trouve qu'il y a une génération vraiment de joueuses à forte personnalité, qui sont intelligentes, qui s'expriment très bien, qui peuvent être un petit peu clivantes, par exemple comme Angel Reese, où il y a des fans et des gens qui peuvent pas la supporter. Mais ça, je trouve que en gros, il y a toute une génération de joueuses qui a vraiment l'étoffe de star, entre guillemets, qui peut porter la ligue et toucher un public plus large que celui simplement des fans de basket féminin. Et il y en a d'autres encore qui sont dans les tuyaux. Il y a Juju Watkins de USC, là, que je trouve incroyable. Il y a Paige Bakers de UConn, là, qui arrivera l'an prochain, si je ne me trompe pas, Shai. Donc, vraiment, je pense que tout est en place, en tout cas,
pour que la WNBA et le basket féminin passent un cap définitivement, rentrent dans les maisons de tous les fans de basket. Ouais. Parce que franchement, si vous aimez, ceux qui aiment le basket, il n'y a aucune raison objective de ne pas prendre son pied autant devant le basket féminin de haut niveau que devant le basket masculin de haut niveau. Ouais, et alors ce que tu disais, c'est vrai, sur la génération actuelle, là, alors c'est aussi une question de génération parce que je vais encore défendre les anciennes, les vieilles et tout, mais elles n'ont pas grandi, elles n'ont pas évolué dans une époque où il y avait les réseaux sociaux, le moyen de se marketer. Mais par contre, c'est vrai que là, on a une génération qui est vraiment très très forte déjà sur le plan du basket, qui maîtrise aussi les codes de communication, notamment les réseaux sociaux, qui est déjà en lien avec les sponsoring. Et donc ça c'est top. Par contre, je pense que si ça avait été le cas à l'époque, si tu mets une Thorazis ou Bird, d'autres filles, tu vois, la Angel Reese, il y avait Liz Cambage il n'y a pas si longtemps. Alors elle était un peu médiatisée, mais c'est un peu sur le côté clivant, il y avait déjà ça aussi, tu vois. Mais c'était un peu moins. Elle n'avait pas la même gestion de son image. C'est ça, tu vois, je trouve que Angel Reese, elle s'exprime mieux en fait. Elle explique. Oui. Tu vois, moi j'aime beaucoup Liz Cambage, la joueuse, et puis le personnage est intéressant, attachant, il peut en insupporter certains, je peux le comprendre aussi. Mais c'est vraiment. Mais t'as raison, hein, je dis pas que celle d'avant savait pas faire, n'aurait pas été capable de faire. Simplement, cette génération-là, elle a grandi comme ça, avec un début de aussi, elles ont grandi en sachant qu'il y avait la WNBA tout simplement. Exactement, c'est la différence principale. C'est déjà une différence énorme par rapport à. Enfin, nous, on a connu l'avant WNBA où de toute façon, les joueuses, c'était soit s'arrêter à la fin de la fac et elles prenaient un job, soit pour certaines, elles venaient jouer en Europe ou elles tentaient leur chance de cette manière-là. Donc je pense qu'effectivement, tout ce qui est média training, etc., les habitudes aussi d'utiliser les réseaux sociaux, fait qu'aujourd'hui, il y a une belle, comment dire, c'est une belle concordance des choses où tu as une génération extrêmement talentueuse qui arrive à un moment où il y a quand même déjà le projecteur qui commence à se braquer de plus en plus sur le basket féminin, et en plus elles ont de la personnalité, elles savent s'exprimer, elles savent maîtriser tous ces codes. Donc c'est là où je pense qu'il y a une belle chance, et je vois pas la WNBA et la NBA, parce que c'est quand même, les deux ligues sont liées, je les vois pas rater le coche. Non, et d'ailleurs il y a une expansion qui est prévue dans 2 ans, enfin... Il y a plein de choses autour c'est un challenge parce que la WNBA a été pas mal critiquée, même par ses propres athlètes, hein, sur les conditions de travail, le manque de médiatisation. Donc voilà, il y a des gros challenges aussi pour la ligue. Allez, j'enchaîne avec une question de Nat qui nous dit si, comme prévu, les Suns ouvrent en deux les Timberwolves, j'avais pas vu que c'était ça le début de la question, donc je reformule. Si, comme prévu, les Suns ouvrent en deux les Timberwolves, pourra-t-on enfin ouvrir le dossier Gobert, entre guillemets? Je vous trouve souvent prompt à rappeler que Kat est pathétique en play-off, mais vous oubliez aussi souvent de dire qu'il en est de même pour Gobert, qui à l'époque, à Utah, était souvent visé lors des éliminations. Je trouve qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de demi-mesure. Les médias américains bâchent sans cesse Rudy sans raison, et les médias français, eux, le défendent quand même quand il est indéfendable. Même quand il est indéfendable, pardon. Je sais pas. Je suis pas d'accord avec le. On le défend pas quand il est indéfendable, mais déjà il y a plein de médias français, même de fans français qui sont pas très pro Rudy. Hein, honnêtement, je le mettais dans une des sessions sur le site il y a pas longtemps. On disait c'était peut-être le même auditeur, je sais pas, et qui son point de vue se vaut totalement. Hein. Mais j'ai l'impression que les Américains sont assez fondamentalement anti-Rudy et que le public français le porte pas non plus, et les médias, à quelques exceptions près, sont ou neutres ou l'aiment pas spécialement non plus. Donc c'est un peu compliqué. Je pense pas. Il a été ciblé, mais c'est son équipe et la façon dont opérait son équipe qui avait été ciblée. C'est pas lui directement, je pense. Enfin, je veux dire, c'est pas il n'est pas handicapant en défense, c'est un euphémisme. En attaque, son équipe est censée trouver d'autres solutions. C'est pas la plaque tournante de l'attaque. Donc je le vois pas comme un joueur qui perd ses moyens en play-off, en fait. Déjà parce que c'est pas l'option numéro 1 de son équipe, où qu'il soit. Donc est-ce qu'il aurait pu faire mieux? Très probablement, et lui le dira. Il aurait aimé faire mieux avec Utah, notamment, dans des saisons où Utah a fini en tête de la conférence, voire de la ligue. Je l'envisage pas comme un joueur sous-performant, vraiment très sous-performant et handicapant en play-off. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Mais oui, parce qu'en fait, non, je te rejoins, Shai, parce qu'en fait, le problème à Utah, là, et ce qui est un peu gênant, je trouve, c'est aussi de voir des joueurs, ou du moins d'anciens joueurs NBA, sortir ce prétexte, dire mais comment ça peut être le meilleur défenseur de l'année alors qu'en play-off, on peut pas le laisser sur le terrain en fin de match. En fait, il faut se rappeler quand même des joueurs qui défendaient au périmètre à Utah, quoi. C'était assez dramatique, et qu'en fait, finalement, tout ce que Rudy arrivait à masquer plus ou moins bien avec le système défensif mis en place par Quinn Snyder pendant la saison régulière, en play-off, ça marchait plus, mais avant tout, de mon point de vue, hein, et je peux comprendre, je dis pas que Rudy est exempt de tout reproche, mais c'est avant tout parce que tu n'avais pas un mec capable de tenir un drive. Je veux dire, regardez le roster d'Utah de l'époque. Dites-moi qui était le stopper défensif à part Royce O'Neal
quel était le défenseur au Tu te rappelles périmètre ce qui était qu'avait dit capable Joe de tenir un Ingles? drive? Tu te rappelles ce qu'avait dit Joe Ingles? Il avait dit, Vas-y, alors vas-y, forcément, il ouais, s'entend bien. rappelle-le. Non, mais il s'entend bien avec Rudy, mais il a dit en gros, les gens croient ont toujours cru que j'étais un bon défenseur, parce que je jouais avec Rudy Gobert, et c'est pareil pour tous les autres en fait. Il masque tellement d'erreurs et il pilote tellement de trucs qu'on passe pour des bons défenseurs alors qu'on est ou basique ou médiocre. Donc c'est une vérité. Tous les joueurs de l'époque du Jazz, c'est des défenseurs qui aujourd'hui dans leurs équipes respectives, tu les identifies pas comme des bons défenseurs, et parfois c'est même pire que ça. Donc bon, on va donner l'impression à nouveau de défendre Rudy à corps et à cri. S'il fait des choses qui sont pas, si sur le terrain il n'est pas performant, vous inquiétez pas, on le dira. Ou si on a l'impression que c'est sa performance qui va pas, si avec les Bleus au JO il sous-performe, ça lui est déjà arrivé d'être moins bon, hein, comme beaucoup, on le dira. Là, c'est le fait que les anciens aiment bien le cibler parce qu'il n'est pas américain, parce que pour des raisons qui parfois m'échappent aussi. Du coup, ça rentre un peu dans les consciences, et on a l'impression qu'il sous-performe en playoff, ce que je ne pense pas. Non, mais je suis curieux de voir ce que va donner la série. Et pour donner raison à Nat, moi, je t'avoue que moi, je vois bien les Suns passer à Minnesota, malgré tout, parce que je pense que c'est le pire match-up possible. De toutes les équipes, peut-être de la conférence Ouest, c'est le pire match-up possible pour les Wolves, si jamais les Suns ont leurs joueurs, comment dire, que leurs joueurs sont sur le terrain et qu'il n'y a pas de blessure. Mais on verra si c'est la faute de Rudy. Et effectivement, moi je pense que cette année, il a été pour beaucoup quand même dans le bon en avant de Minnesota en termes de rendement, notamment défensif, parce qu'il y a certains joueurs aussi qui ont pu monter en régime par sa simple présence. Et si vous êtes anglophone, il y a Rudy Gobert est passé la semaine dernière dans le podcast de JJ Redick. Il parle notamment de ça, et c'est assez intéressant. À un moment, JJ Redick dit... JJ Redick compare avec la situation quand lui il était à Orlando avec Dwight Howard. En gros, il dit le fait d'avoir été avec Dwight Howard, moi ça m'a permis de devenir un meilleur défenseur et d'être moins un boulet pour mon équipe, parce que je pouvais monter en régime, monter en pression, sachant que si jamais je me plantais ou si j'étais pris, derrière il y avait Dwight Howard ou dans le cas des Wolves, Rudy Gobert pour rattraper les conneries que j'avais faites ou me sauver la mise. Et en fait, je pense que dans les progrès d'Anthony Edwards, notamment défensivement, on l'a appelé depuis plusieurs années, on disait s'il veut être une star, une superstar, il faut qu'il passe un cap dans ce registre, parce qu'il n'y a aucune raison que ça soit pas au moins un solide défenseur. Je pense que Rudy il est pas pour rien. Maintenant, effectivement, on verra. La série elle va être vraiment intéressante entre les Wolves et les Suns. Je trouverais ça même assez triste que les Wolves ne passent pas, vu la belle saison régulière qu'ils ont fait. On pourra en tirer les conséquences après la série. Et puis pour le trophée, il faut juste rappeler que c'est un trophée de saison régulière. Ce qu'il faut dire à Shaquille O'Neal et compagnie, qu'on aime bien au demeurant, mais c'est un trophée de saison régulière. Donc ça doit, même s'il était catastrophique en playoff à chacun de ses matchs, que son équipe prenait 180 points, ça ne doit pas entrer en ligne de compte. C'est comme pour les trophées individuels. Sinon, dans ce cas, on met les trophées à la fin et c'est sur la saison globale et ça a plus grand intérêt. Mais sur la saison régulière, ça ne doit pas entrer en ligne de compte. Tu peux considérer qu'un autre joueur a été un meilleur défenseur, mais dis pas c'est parce qu'il est injouable en playoff, impossible à mettre sur le terrain, il mérite pas le trophée de DPI. Enfin, ça n'a aucun sens pour moi. Oui, ça c'est on pourrait faire un autre podcast sur les propos d'anciens joueurs qui n'ont aucun sens, mais ça nous prendrait un peu trop de temps. J'enchaîne avec une autre question de Nat qui nous dit « J'aimerais comprendre comment Darvin Jambon, donc comprenez le coach des Lakers, comment il souhaite remporter le titre avec un 5 de départ composé de 4 mauvais défenseurs. Ne va-t-on pas plutôt assister, comme l'an dernier, à une mise en retrait de D'Angelo au profit de Gabe Vincent, bien plus hargneux en défense ?» C'est possible, ça. On en parlait avec Antoine l'autre jour, du fait du retour un peu surprise de Gabe Vincent, alors qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il soit à nouveau bon. Alors, du coup, 4 mauvais défenseurs. Donc, du coup, Austin Reeves n'est pas fou. LeBron est un peu vieux, mais par séquence, il peut défendre. On est encore sur une équipe où Anthony Davis, lui, cache aussi la médiocrité des autres par instant. Et du coup, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher. Parce que Redick parlait du Orlando avec Dwight, avec ce Orlando-là, ils sont allés en finale NBA quand même. Donc, ils ont fait des finales de conférence, donc c'est possible. Faut que les autres soient peut-être moins médiocres que d'habitude. Par contre, faut que Davis, faut que ça rejaillisse un peu sur les autres. Auquel cas, c'est jouable. Mais tout à fait possible que Vincent joue plus de minutes et que Russell en ait moins. Après, il est bien offensivement. Par contre, Russell, là, en ce moment, il a quand même passé un cap, je trouve. Ouais, par contre, la question sur la défense des Lakers, pour moi aussi, c'est la grosse limite. C'est pour ça que je vois Denver passer relativement facilement ce premier tour face aux Lakers. Et je pense pas que tu puisses avoir vraiment des visées pour aller haut si ton back courte défensivement, effectivement, c'est D'Angelo Russell et Austin Reeves, sachant que ton banc est quand même plutôt faiblard.
Derrière, Gabe Vincent, j'adore Gabe Vincent. Hein, effectivement, c'est un défenseur plus hargneux qui est sur les interceptions, etc. Mais c'est aussi un joueur qui est petit. Et face à une équipe comme Denver qui est grande, je pense que de toute façon, il n'y a pas de. Il n'y a pas de solution. Je vois pas Non, mais c'est clair. comment la défense des Lakers pourrait tenir le choc, sachant que l'an dernier, effectivement, Tony Davis était le meilleur défenseur de tous les playoffs, que cette année encore, il sera dans la course pour le Depoy largement. C'est un des meilleurs défenseurs, tout simplement. Son impact est énorme de ce côté-là, mais je vois pas comment il pourrait tout masquer, même si je pense que voilà, sur quelques matchs, à des moments clés, LeBron peut faire les efforts pour être plus que correct. Je pense que Rui Hachimura, c'est pas un excellent défenseur, mais il est grand, il a de la taille, il peut aussi perturber, mais je pense que quoi qu'il arrive, ça sera trop court. Ah, mais c'est ça. Dans ma réponse, j'avais même pas pris en compte le fait qu'ils affrontaient les Nuggets au premier tour. Donc pour moi, ça veut dire que même s'ils avaient un bon défenseur de plus, j'aurais pas forcément plus cru que ça en leur chance. Hein, mais ouais, je les vois pas embêter Denver, que ce soit particulièrement avec ces difficultés défensives. Ouais. Ouais, allez, j'enchaîne avec une troisième question de Nat qui était vraiment très bon cette semaine. Ne pensez-vous pas que si Cleveland est sorti par Orlando au premier tour, ce sera les derniers matchs de ce roster et surtout de JB Bickerstaff? Ah, c'est probable, hein. Parce que l'année dernière, ça peut être un accident. Enfin, tu te fais un peu surclasser sur une série dont tu étais favori. Puis Tu c'était peux te dire, 4-5. Hein. C'est quand oui, même la série qui est la plus proche normalement sur le papier. c'est vrai. Tu as raison, tu fais bien de le préciser. Et du coup, tu te dis, bon, sur une année, allez, on découvre un peu avec ce groupe-là. Il y avait des joueurs jeunes, hein, Evan Mobley notamment. Même Garland n'avait jamais joué de playoff avant, donc c'est normal, ça peut paraître normal. Si la deuxième année, tu ressors au premier tour, c'est que les questions que tu te poses sur la saison régulière, elles ont du sens. Est-ce qu'un tel et un tel peuvent jouer ensemble? Est-ce que Donovan Mitchell est bien le bon franchise player pour ton équipe? Enfin, oui. Et Bickerstaff est déjà très critiqué, alors qu'il. Moi, j'aime pas. Je comprends hein, certaines critiques sur Bickerstaff, peut-être parce que je suis pas assez tactico-tactique, et je note hein, quand les gens parlent vraiment de ce qui est des aberrations pour eux au niveau tactique parfois, ou choix des joueurs, ou des temps de jeu, etc. Je trouve quand même qu'avec toutes les galères qu'ils ont eues, ils ont réussi à se qualifier et en faisant quasiment exprès de perdre le dernier match, ils auraient pu finir plus haut. Ils ont réussi à se maintenir dans le haut de la conférence. Je trouve que ça. Bickerstaff fait quand même du bon travail par certains aspects. Par contre, je pense qu'il sera viré si, si ça saute au premier tour. Ouais. Ben, en fait, je suis en bonne partie d'accord avec toi, Shai. Alors, j'étais hyper critique sur tout le début de saison des Cavs du côté de Bickerstaff. Après, j'ai trouvé quand même qu'il y avait des choses intéressantes qui s'étaient mises en place. Par exemple, tout simplement, le fait de se servir d'avoir enfin des shooters à 3 points et de leur dire de shooter dans tous les sens, comme par hasard, ça paye. Donc ça, c'est très bien. Mais moi, je pense que cette équipe normale de Cleveland devrait passer Orlando. Sur le papier, elle doit passer Orlando même. Et effectivement, je reviens Nat dans le sens où si c'est pas le cas, il faut changer quelque chose. Parce que c'est pas normal en fait que. Je trouverais pas ça normal que les Cavs ne passent pas Orlando, même si j'ai beaucoup aimé Orlando. C'est des équipes les plus kiffantes à voir jouer. Je trouve, moi, j'adore. On en parle plein de fois, mais Paolo Banchero, je pense que c'est vraiment un joueur incroyable. Franz Wagner, très bon. Ils ont une belle équipe, Orlando, vraiment. Mais là, ils vont découvrir. Quoi. Ils arrivent en playoff. La plupart des joueurs n'ont jamais joué à ce niveau-là. Je pense que, pour le coup, avec un joueur comme Donovan Mitchell, qui lui est déjà passé par ces moments-là, et on en a déjà parlé aussi à plusieurs reprises, mais je trouve que finalement, il a un stade de sa carrière où il en devient sous-coté, après avoir certainement été surcoté par le passé. C'est quand même des mecs qui sont capables de prendre feu comme lui et de te sortir de situations verrouillées comme ça en playoff. Il n'y en a pas tant que ça finalement dans la ligue, et c'est pour ça qu'il a ce statut et ce contrat. Derrière, ils ont Evan Mobley, Jarrett Allen, ils ont une belle équipe, des shooters à 3 points comme Max Strus et Niang et compagnie. Cleveland doit passer. Si c'est pas le cas, effectivement, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Et du côté de Cleveland, je pense que ça sera le moment de se poser les vraies questions parce que leur noyau de forts joueurs est encore suffisamment jeune pour que ça vaille le coup d'essayer de maximiser le talent qu'ils ont à disposition. Après, on sait comment ça se passe en général. Un front office, quand ça ne marche pas, il change d'abord de coach. Et si ça ne marche pas non plus avec un autre coach, je pense que là, ils trancheront et ils se sépareront d'un ou plusieurs joueurs du noyau dur. La situation de Mitchell contractuelle aussi, il faudra la suivre parce que il est potentiellement aussi sur le départ. Hein. Il y a beaucoup de rumeurs en ce moment. Il les a balayées parce qu'il s'apprête à disputer un premier tour de playoff. Mais oui, de toute façon, la réponse à la question est assez simple. Je pense qu'il y a des choses qui vont changer si Cleveland ne passe pas le premier tour parce que Cleveland est favori et qu'Orlando, même si je l'appelle de mes voeux, serait bien inspiré de passer un tour aussi.
Je pense que oui, la logique voudrait que les Cavs passent. Ouais, affaire à suivre. Effectivement, pour Mitchell, c'est vrai qu'on parle beaucoup de son contrat. Je sais pas, moi, s'il a tant que ça envie de bouger de. J'ai aucune idée. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de spéculations sur le fait que il est de New York. Donc on se dit, pourquoi pas New York, mais je sais pas. T'as le sentiment qu'il avait donné l'impression de pas être heureux à Cleveland ou d'avoir envie de bouger? Ça dépend des périodes, j'ai l'impression, avec Mitchell, parce que en arrivant, il a avoué que lui, il se voyait aux Knicks, il pensait qu'il allait aller aux Knicks. Son agent lui a parlé des tractations avec les Knicks. Et il s'est retrouvé à Cleveland. Alors pour beaucoup, c'est une punition de se retrouver à Cleveland. En termes géographiques et tout ça, les Américains, globalement, n'aiment pas trop l'Ohio. Pour lui, il avait quand même dit que c'était la franchise qu'il préférait quand il était petit, quasiment. Donc, Ouais. alors ça peut être de la com, mais il avait l'air content d'être là. L'année dernière, il avait fait une super saison, vraiment. Il était très content d'être à la tête du projet. Je pense pas qu'il soit malheureux. Par contre, je pense qu'il se pose des questions et qu'il se dit, est-ce que là, alors que je suis censé être dans mon prime, est-ce que, ou en tout cas y entrer fortement, est-ce que c'est bien la franchise et le supporting cast autour qui me vont? Je sais pas. Je pense qu'il se pose vraiment des questions et qu'il va attendre. Il n'est pas du tout déterminé à rester à tout prix à Cleveland. Ça me paraît sûr. Est-ce qu'il a envie d'en partir? Je suis pas sûr non plus. Ouais, ça va être à suivre, effectivement, et ça dépend aussi parce que nous, c'est vrai qu'on n'est pas à l'entraînement en fait. Et tu vois, on sait pas. Evan Mobley, moi que j'adore comme joueur, là, qui est un peu qui n'a pas tout à dur. fait confirmé, notamment offensivement. Finalement, quand il est arrivé en NBA, on s'est dit il va être très fort défensivement. Par contre, en attaque, il y a un chantier. Il s'est avéré être encore plus près défensivement qu'on ne le pensait dès sa saison rookie et meilleur en attaque que ce qu'on imaginait. Mais derrière, il n'y a pas eu comment dire, l'espèce d'avancée offensive à laquelle je croyais honnêtement. Mais ça, on ne sait pas comment ça se passe en entraînement. Tu vois, si à l'entraînement, il domine tout le monde et que tu vois qu'il est en train de progresser et que Donovan Mitchell se dit, non, mais ce mec-là, ça va être le futur numéro 1. Est-ce que j'ai pas intérêt de rester avec lui? Est-ce que j'ai pas intérêt à rester avec lui, pardon? Ça, on ne sait pas, quoi. Effectivement, je ne sais pas non plus de quelles équipes il peut rêver plus de Donovan Mitchell. Je ne sais pas si ce serait la solution ultime pour New York non plus. Hein. Je crois pas, hein, personnellement. Je pense pas. Voilà, ils ont quand même, je sais pas si New York, il leur reste suffisamment d'assets non plus pour monter un trade de ce type-là avec les trades qui ont été passés cette saison. Je sais pas, ça sera intéressant à suivre. En tout cas, cette série, elle devrait être, enfin, je pourrais dire ça de toutes les séries de playoffs. Franchement, j'ai envie que ça commence dès maintenant. Là, il y a trop de séries qui vont être excitantes, mais celle-là va être intéressante à suivre parce que d'un côté Orlando, tu vas pouvoir regarder en disant est-ce qu'ils confirment, tu vois, les hauts moments qu'ils ont eu pendant la saison régulière. Est-ce qu'il y a un cap qui est en train d'être franchi par les Banchero, Wagner et compagnie? Et de l'autre côté, Cleveland, est-ce que c'est le moment où après la sortie un peu prématurée l'an dernier, ils se disent non, mais nous on est là pour de vrai, on est vraiment une équipe qui peut aspirer à être dans le top 1, top 2, top 3 de la ligue, de la conférence Est. En tout cas, ça va être passionnant à suivre. Ouais, je suis d'accord. J'ai évidemment. Celui-là est samedi, hein, du coup. C'est samedi 19h, je pense, celui-là. Il me semble que Ça doit être un truc comme ça, ouais. Du coup, l'heure à laquelle vous nous écoutez, c'est probablement ce soir. Voilà. Voilà. Écoutez, on va se laisser là-dessus. Passez un bon week-end. Demain, dimanche, vous retrouverez aussi un épisode du Hoop Culture avec Pierre Armand, Samama et moi-même. Et puis, nous, on vous donne rendez-vous lundi matin pour débriefer toute l'actualité. Donc, les 2 derniers matchs de play-in. Il y en a un qui s'est joué la nuit... Enfin, les 2 derniers qui se sont joués la nuit dernière. Mais je vous dis, ça, on enregistre avant les matchs, plus les premiers matchs des playoffs. On vous donne rendez-vous lundi matin. Ciao à tous. Ciao.